Hey, j'espère que tu vas bien. On va décortiquer un peu aujourd'hui les deux tournades que sont les vidéos concernant la triste fin de Villebrequin. Et j'admets avoir été stupéfaite de la quantité de médias mainstream qui en ont parlé. J'ai beau ne pas être une folle de la mécanique, je suivais Villebrequin notamment depuis sa vidéo mythique sur son licenciement et sur la cagnotte Multipla ou quelques challenges aussi avec des dodanes. Et pour la partie qui t'intéresse le plus, enfin, j'ai pu parler avec des experts comptables, des commissaires aux apports et divers spécialistes de l'auto pour valoriser le multiplat, ce qui m'a permis de déterminer un vrai prix pour le multiplat et je te donnerai cette information en fin de vidéo. Et je te préviens, il aura l'air fou. On abordera aussi l'histoire du chèque de banque, car soit les deux ont mal communiqué ou mal compris, ou mal expliqué les choses, soit les deux ont menti. Mais la réglementation bancaire est très claire, et il n'y a eu aucune infraction. Même si cela peut sembler surprenant, c'est bien le cas, et en fin de vidéo, je te dirai aussi pourquoi les deux sont réellement et factuellement fautifs de leur conflit. Je dois l'admettre, je connais avant tout Sylvain depuis des années. On a tous en tête sa vidéo sur son licenciement qui, beaucoup et superbement a été narrée. Et paradoxalement, il y a énormément de gestion de patrimoine et de juridique dans cette histoire de rupture entre ses associés. Et comme la majorité, disons, franchement, j'ai toujours eu une petite préférence pour Sylvain. Plus drôle, dynamique et qui était plus mise en avant de par son caractère, mais certains éléments financiers pour le moins troublants mènent un peu à relativiser, disons, sa franchise. Par contre, je le dis ici, cette vidéo de Sylvain filmée en plus la veille de Noël est une masterclass. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Qui démonte l'argumentaire de Pierre Chabrier de manière incroyable. Mais comprendre leur montage juridique de base et la réalité derrière toute cette histoire te donnera un énorme avantage, car il y a de l'économie, du droit fiscal, du droit des sociétés, et un peu d'éthique et de morale, et c'est vraiment rare d'avoir l'occasion de creuser tout ça sur un sujet qui intéresse les gens. Surtout que très étonnamment, autant Sylvain que Pierre ont dit pas mal d'inexactitudes juridiques. Et ont fait tous deux preuve, disons, de mauvaise foi entre eux en s'envoyant des torpilles interposées. Après, il y a de l'affect dans cette fin malheureuse, il y a d'énormes sommes en jeu et des projets professionnels, donc cela semble normal, mais il faut décortiquer tout ça. Car pour l'heure, aucune vidéo ne s'attaque frontalement à cela. J'ai écrit et filmé cette vidéo le 11 janvier et j'attends avec impatience une vidéo de la chaîne Vous avez le droit et de l'autre chaîne Bienvenue au cabinet qui sont des chaînes incroyables et que je recommande chaudement. D'ailleurs, la chaîne Bienvenue au cabinet vient de sortir une vidéo sur l'émission qui veut être mon associé et elle est aussi incroyable. Je précise, je n'ai jamais échangé avec ces deux chaînes, mais ils font un boulot fabuleux. Je me devais de le dire. Et même si Sylvain a apporté bien plus de preuves, il faut l'admettre, il a été plusieurs fois à la limite de la malhonnêteté et tu verras pourquoi ici. Maintenant, en ce qui concerne cette histoire, on va donner des points. Premièrement, pour l'honnêteté globale, 2 pour la qualité, démonstration, 3 pour la franchise et 4 la qualité des éléments apportés. Et puis aussi 5 qui sera un malus lorsqu'il y a une forme, disons, non pas de manipulation mais de langage sous-entendant des idées plus ou moins abusées, provoquant des images un peu frauduleuses. Premier point, comment a été créé en termes de société ce projet pro? Pour que tout soit accessible, parfois je dirais les vrais termes juridiques ou comptables et parfois je dirais des termes disons plus accessibles, génériques, pour que ça soit plus fluide. Tout d'abord, tout en haut, il y a AMP Holding. Et oui, pour tous les pros de la finance, je vais le représenter dans l'autre sens car c'est en mon sens plus logique. Imaginez une montagne qui se nomme AMP Holding, c'est la société mère. Dans ce cas précis, elle encaisse tout, les revenus de partenariat, qui doivent être la majorité, l'argent des cagnottes, comme pour le million et des poussières du multiplat, les revenus YouTube, les goodies, etc. C'est donc la structure qui récupère tout le cash. Néanmoins, empiler des montagnes de cash n'est pas sa seule fonction, car c'est aussi celle qui paie tous les frais, monteurs, assistants, tournage, bref, la prod et aussi le salaire plutôt modeste de Pierre et Sylvain. Et si tu aimes fouiner, je mets en description un lien Papers, un site formidable où tu as accès à absolument tous les comptes sociaux et les infos concernant leur entreprise. Et oui, je dis du pluriel car il n'y a pas que AMP Holding, car comme tu peux le voir, c'est un peu plus vaste que ça. Chaque bulle verte sont généralement des personnes physiques et le bleu des autres sociétés. Et sur ce fabuleux site, tu peux avoir accès à globalement tout, revenus des sociétés, charges, rémunérations, impôts à payer, etc. Et je répondrai aussi à pas mal de commentaires de comptables du dimanche qui disent quelques bêtises malheureusement relayées. Et j'ajoute que ces documents ne sont pas litigieux entre nos deux protagonistes puisqu'il semblerait que les deux aient approuvé la totalité.
C'est déjà un très bon point car j'ai déjà vu de très nombreux litiges entre gros associés sur les comptes. Donc pour la structure, nous avons le haut de la montagne la mer APM Holding. Contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, il peut être très pertinent d'interposer encore une ou des sociétés entre les personnes physiques et les holdings. Et c'est ce qu'ils ont choisi car chacun avait sa société qu'ils possédaient à 100% et chacune de leurs sociétés possédait 50% de la holding. Pour Pierre, l'entreprise se nommait AMP Corpi et celle de Sylvain AMP Corpsil, comme tu peux le revoir sur la toile Papers. Faire cela a de nombreux avantages et pour ceux qui diront que ça rajoute un coût comptable d'avoir 3 sociétés, c'est juste, mais les avantages dès qu'on génère un peu de bénéfices sont tellement puissants que cela vaut largement 1000 € par an et par boîte, qui seront en plus des dépenses déductibles. Et vu que selon Papers, sur les comptes sociaux, en 2023, 1,07 million et l'année d'avant 671 000 €, clairement il génère assez de CA et de bénéfices pour que ce petit montage soit pertinent, mais surtout nécessaire. Donc pour éviter tout quiproquo, chacun détient 50% de la mer via leurs filles qui appartiennent à 100% à chacun d'eux. Je le dis à l'envers, au final chacun d'eux détient une fille à 100% et c'est la fille de chacun qui détient 50% de la mère, soit AMP Conseil. Le fait de faire ce montage ouvre droit à une multitude d'avantages fiscaux et d'optimisation fiscale et de mécanismes pouvant être surpuissants si bien utilisés. Clairement, eux étaient dans une situation où ils n'ont pas eu besoin de ces mécanismes, mais il y avait quand même de nombreux avantages. Déjà, chacune de leurs filles peut facturer la mère en fonction des situations, ça peut offrir, si c'est bien fait juridiquement, le fait de cumuler des statuts entre TNS et gérant, et vu qu'ils sont chacun à 100% propriétaires de leur fille, cela leur a permis de ne payer qu'un taux d'URSSAF autour des 50%. En SAS ou via leur holding, on aurait directement été à 85%, mais avec la holding mère, ils peuvent par contre se payer via des dividendes. Mais cumuler les deux a de multiples avantages et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont été plutôt modestes vu que les deux gérants se sont versés 30 000 € par an net d'URSSAF, soit un 2449 € net d'impôt sur le revenu chacun par mois. Déjà oui, on peut noter qu'ils ont été égalitaires. Ils auraient pu, de par le fait que Sylvain représentait plus l'image, il aurait pu avoir plus, mais ils ont privilégié l'équité et la transparence en termes d'opinion. C'est peu, mais alors clairement oui c'est bien, mais pour une boîte qui avait 600 000 € de bénéfices une année et plus d'1 million dans l'autre, c'est peu. Et seulement 2 associés, même si c'est des sociétés, ça reste peu de versements et c'est tout à fait normal car le reste était versé en dividendes. Comme nous avons pu le voir sur les comptes sociaux publics, chacun a récupéré autour des 900 000 €, sachant que l'année d'avant, AMP Holding, donc la mère, avait déjà donné 300 000 € à chaque fille. Et alors n'oublions pas le fait qu'ils ont payé 25% d'IS, puis la cote-part de frais qui est de 5%, même s'il y a eu un peu de taux réduit, puis après le PFU. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo dédiée, mais dans le régime Murphy, nous avons payé l'IS en amont. Jamais le régime Murphy permet de ne pas payer d'IS pour des boîtes franco-françaises. Tous les jours, j'entends des influenceurs qui arnaquent des gens en répétant ça. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le régime Murphy est surpuissant, mais l'IS a été payé avant le transfert des sommes vers là où les filles. Maintenant, je dois clarifier, car au final, la majorité des sommes transmises par la mère, soit 600 000 € à diviser par 2, après 1,8 million divisé par 2, lorsque les filles ont récupéré les 50% de ces grandes sommes, elles n'ont pas été totalement distribuées en dividendes. Que ce soit Sylvain ou Pierre, ils ont tous les deux déjà créé une nouvelle société chacun, indépendante et sans la présence de l'autre associé, et même si Sylvain détiendrait pour l'instant avant intervention de la justice ou de procès le multiplat, qu'il aurait racheté pour 132 000 € à la vue des statuts des sociétés ou de la communication officielle de ses deux anciens associés, les deux miseraient sur une utilisation du fameux multiplat dont on verra la valeur après, car les deux ont menti sur les transactions. Distribuons un peu les points. Bon, clairement par le passé, les deux ont été incroyablement transparents car même sur la canette du multiplat, ils avaient montré tous les coûts, que ce soit les pièces, la commission du site qui a géré, etc. Donc les deux pourraient mériter ce point. Néanmoins, comment être sûr que par le passé, que cette transparence commune venait des deux? Nous avons un premier indice. Depuis leur fâcherie entre guillemets, Sylvain est factuellement bien plus transparent, il montre des documents et prouve par un argumentaire juridique des propos qui sembleraient mensongers de Pierre. En ce sens-là, je ne dis là aucune opinion, mais un constat. Néanmoins, là où Sylvain a gagné les points de l'honnêteté et de la transparence, contrairement à Pierre, je trouve qu'il en a un peu manqué vis-à-vis de la franchise. Pierre s'est posé comme une victime sur le rachat du multiplat en ne mentionnant pas le prix, ce qui était une erreur. Pierre a factuellement été malhonnête, mais l'argument de dire « on a eu une cagnotte à plus de 1,2 million et tu me le rachètes 130 000 » aurait pu être entendable. L'argument aurait été facilement démontable, mais au moins il aurait été transparent et il aurait pu montrer de vrais éléments. Car au final, sur ce conflit, Pierre se fait factuellement écraser car Sylvain a choisi la stratégie inverse,
tout montrer ou presque, et surtout appuyer sur les mensonges faciles à prouver. Et je parle pas de la vidéo de Pierre qui cherche une capture d'écran qu'il ne trouve pas en live, la seconde énorme erreur de Pierre. Là où il aurait pu attaquer Sylvain, c'est que Sylvain a été le premier à dévoiler les 132 000 euros. En réalité c'est 130 000 euros, mais restons focus. Et notons que les deux ont validé le prix de la transaction. Même si Pierre le trouve sous-évalué, au final le prix a été validé oralement par les deux. Mais en enlevant la TVA, on serait plus vers 108 000 euros hors taxe. Et approximativement 22 000 euros de TVA. D'ailleurs, tant qu'on parle de TVA, j'ai vu des dizaines, voire centaines de commentaires, même à l'époque, qui disaient que 1,1 million de dons étrangers feraient 60% d'imposition, mais c'est faux. Ces dons étant destinés à une entreprise et non à des étrangers, il n'y avait pas ce barème des particuliers. Par contre, en tant que produit pour la société qui avait une activité commerciale, cela a bien généré de la TVA, donc globalement, je dirais un peu plus de 200 000 euros de TVA. Ça pique quand même, à l'époque les commissions de cagnotte étaient plus hautes qu'à l'heure actuelle, certains osaient même dépasser les 7 à 8%, donc disons 8%, donc sur 1,1 million cela fait Plus de 88 000 euros hors taxe. Encore une fois, donc, entre ces deux énormes coûts en incluant la TVA, il y avait donc déjà plus d'un tiers de la cagnotte qui disparaissait avant usage, et ils auraient fabriqué pour plus de 380 000 euros de divers goodies, donc encore un tiers de la cagnotte qui disparaît. Donc au final, il ne restait qu'un tiers pour réellement créer ce multiplat à 1000 chevaux. On pourrait donc se dire, ok, il a quand même eu un tiers de tout ça, qui a été directement utilisé sur le véhicule, cela devrait donc être sa valeur. Alors il existe plusieurs valeurs pour toute chose. En ce qui concerne la valeur comptable, ils ont utilisé une règle d'exception. Pour ceux qui dépassent 500 euros et certaines catégories, il y a coutume de faire ce qui s'appelle un amortissement. Pour ne pas trop baisser le bénéfice sur une année ou même pour étaler, généralement on prend la durée de vie de l'appareil. Exemple, pour un ordinateur de 1000 euros, on va considérer 5 ans et chaque année on va déduire 200 euros du résultat comptable, qu'il soit positif ou négatif. En réalité, il y a une certaine flexibilité si on fait bien les choses tout en restant dans la légalité. Et vu que leur produit n'est pas classique ou vendable ou traditionnel, ils ont pu l'amortir en une seule fois, ils ont donc pu déduire du bénéfice de la société la totalité de sa valeur, soit plus de 300 000 euros. Après le véhicule ayant été modifié, il aurait été amorti sur peu d'années généralement. Les véhicules, on peut faire entre 7 et 12, plus ou moins, dans certains cas. Après, vu les souffrances qu'ils mettaient à leur véhicule avec les dodanes et leurs tests, je pense que 3 ans seraient exceptionnellement passés sans problème avec l'administration fiscale. Mais non, sur les comptes sociaux, ils l'ont bien fait en une année. Donc le bénéfice le plus ancien, sur celui que j'ai cité, a été déprécié de plus de 300 000 euros. Sans compter le taux réduit d'IS, cela offre quand même plus de 60 000 euros d'IS. Sauf que dans ce cas précis, au vu du fait qu'ils l'ont amorti trop fort sur leur société mère AMP Holding, Sylvain a racheté la voiture 130 000 euros, ok. Mais déjà il y a la TVA sur laquelle il aura globalement 20 000 euros de crédit, car il a racheté la voiture 130 000 euros TTC, mais en plus, il va pouvoir l'amortir sur sa société fille. Si on oublie le taux réduit d'IS, il paiera 25 000 euros en moins sur ses futurs bénéfices. Donc en l'ayant racheté, il va pouvoir amortir à nouveau vu que sa fille a racheté et avoir un énorme crédit de TVA. Maintenant, du point de vue financier, pour Pierre, il est dans la mer à 50-50 via leur fille. Quand ils ont amorti le véhicule, ils lui ont laissé une valeur de 10 000 euros. Ils l'ont donc très fortement amorti. Sauf que du coup, quand Sylvain l'a racheté avec sa fille à la société mère, le prix du véhicule dans AMP Holding, la mère où ils sont tous les deux, la base taxable du véhicule était de 10 000 euros. Donc techniquement, il a eu une plus-value pour AMP qui vend 130 000 euros TTC ou si tu préfères 108 euros hors taxe, un produit qui en valait 10 000 euros. Donc la mère va devoir payer un énorme impôt sur la plus-value de 25 000 euros. Donc si Pierre n'était pas d'accord avec la vente et ce prix, il se retrouve en plus à devoir payer la moitié de l'ES généré par la vente, vu qu'ils sont à 50-50 sur la mer. Et dans le même temps, Sylvain amortira autour des 20 000 euros tous les ans en fonction de la durée d'amortissement qu'il choisit. Alors que Pierre doit payer 50% de l'IS généré par une vente pour laquelle il n'était pas d'accord. Donc Pierre a été certes moins transparent que Sylvain, il a menti ouvertement plusieurs fois, il a eu un comportement discutable selon plusieurs sources, mais là, si on prend strictement l'angle moral sur ce point précis, effectivement, je trouve qu'il se fait un peu avoir si on reste sur ce point précis. Après, dans la globalité, on voit bien de plusieurs manières que Pierre a aussi voulu arnaquer Sylvain via la propriété du multiplat et de la société que Pierre était en train de créer. Donc Pierre a un point pour être sur ce coup une victime, plus que Sylvain sur ce point précis. Mais le fait d'avoir rendu tout ça public alors qu'il y a eu ces comportements lui enlève de mon point de vue toute empathie. Car la fin aurait pu rester digne et privée. Et le fait d'avoir autant attaqué Sylvain et d'avoir menti plusieurs fois fait que pour moi, il a subi une forme de karma.
Et on ne parle pas du fait que quand il était dévasté par Sylvain, soi-disant, il avait déposé des statuts. J'ai vécu un drame récent dans ma vie au moment où je lance un cabinet et 5 sociétés, plus une association. Clairement, j'ai tout mis en pause par obligation. Donc, en ce sens-là, Pierre perd un peu en crédibilité. Mais il faut admettre que sur l'aspect économique, Sylvain a pu tirer son épingle du jeu mieux que Pierre, ce qui est peut-être considéré comme un juste retour des choses, mais là n'est pas la question. J'ai beau préférer Sylvain à Pierre, j'espère qu'il lui reversera plus que 50% de part, le rachat et la future exploitation que Sylvain pourrait en faire. Il sera injuste qu'il paie l'IS au prorata de leur capital social en n'ayant rien. Après, cela n'était que mon opinion et non un conseil de droit, et justement, clairement, Pierre a un sacré argument pour pouvoir négocier cela, car Pierre fait une forme de séquestration du chèque de banque de la société. Mais là aussi, on va voir un peu ce qu'il y a à dire dessus. Donc, abordons maintenant le chèque de banque. Puis on verra comment ils ont sorti, en plus de toute cette histoire, 1,8 million d'euros, soit 900 000 euros chacun. En fait, la vérité concernant ce chèque de banque était visible par tous, car ils ont publié des documents, mais ils ne l'ont pas raconté en tant que tel. La banque a agi dans son droit du début à la fin, et je te souhaite bonne chance car mon associé aurait vu un stream où tu dis vouloir attaquer la banque. Alors, pour faire simple, quand il y a des conflits sur l'affectation de fonds appartenant à la société, il y a plusieurs solutions. Soit on réunit tout le monde et calmement on essaie de le faire. En tant que CGP, j'interviens souvent dans des litiges entre associés ou dans des divorces. Soit la banque se retire de l'équation en disant je veux pas être dans vos histoires et je vous laisse un délai relativement court. Je sais plus si c'est 15 jours ou 2 mois, mais globalement si à la fin d'un de ces délais ce n'est pas réglé, il y a clôture du compte. Sauf que dans ces cas-là, un virement n'est pas légalement réalisable dans les procédures courantes, et les chèques de banque sont clairement la méthode la plus utilisée dans ce cas pour justement éviter les poursuites des établissements bancaires. Il me semble aussi qu'il disposait d'un délai de 60 jours pour affecter le chèque de banque dans une nouvelle banque, mais globalement si les conflits précédents n'ont pas été réglés, la nouvelle banque ne pourra pas non plus ouvrir le compte. Donc globalement, les associés doivent trouver un accord concernant la somme en question. Il me semble avoir vu que c'était autour des 214 000 euros, et sans ça, ils ne pourront pas la débloquer. Et clairement, les atouts de chacun sont intéressants car Sylvain a récupéré le multiplat, mais Pierre a les 214 000 euros en chèque de banque. Par contre, il faut le dire, Sylvain a un avantage juridique car Pierre ne peut pas faire ce qu'il veut de cette somme, mais alors pas du tout. Donc concrètement, Sylvain peut exploiter sur différents business plans, type musée ou même rendre la voiture roulable en la modifiant ou proposer des locations très courtes sur circuit ou d'autres, tandis que Pierre a un bout de papier qui certes vaut 214 000 euros mais qui n'est pas exploitable. Et malheureusement cela pourrait durer longtemps, car les deux gérants ont validé les derniers comptes sociaux et se sont distribués l'ensemble des réserves que leur société mère avait, soit 1,8 million d'euros, donc distribués à leur fille à 50-50, cela fait bien 900 000 euros chacun. Ils pourront donc soit créer de nouveaux projets et du coup reporter le fait de payer de l'IS dessus, soit se les distribuer en dividendes. Mais ils paieraient l'IS puis le PFU, autrement dit la flat tax. Chacun peut faire son choix, l'un peut choisir la distribution et l'autre réinvestir dans un projet professionnel ou même faire un mixte. Mais le fait que les deux aient récupéré 900 000 euros est presque un élément négatif, car aucun des deux n'a urgemment besoin de ces 214 000 euros, même s'ils seront divisés par deux. Donc la situation va traîner, et ça sent clairement les attaques par avocat interposées cette histoire. Un médiateur indépendant ou un expert juridique avec de vrais diplômes pourrait probablement contenter les deux, bien mieux que des avocats ou la justice. Je ne parle pas des cibles de YouTube, mais de vrais professionnels ayant de l'expérience successorale et patrimoniale pendant des années dans des cabinets. En effet, on voit trop les cifs fleurir sur YouTube. Maintenant, venons-en au multiplat. Il existe énormément de manières de le valoriser, même dans l'angle pur sur les bilans, il y a différentes méthodes. Mais selon les 6 experts que j'ai contactés, s'il n'y a aucune exploitation majeure où le multiplat serait central dans le business plan, la valeur des 130 000 euros serait acceptable, même si 150 000 euros semblait plus juste vu l'ampleur médiatique. Par contre, si le plat est utilisé pour une activité principale, même si j'imagine qu'il y aura un gros coût financier pour le rendre légalement conduisible, même sur circuit, voire pour en faire une attraction sécurisée, alors dans ce cas la valorisation pourrait même être multipliée par 2, voire 3, et atteindre les 500 000 euros. Dans ma courte carrière, j'en ai vu beaucoup, des notaires, des commissaires aux apports et des commissaires-priseurs. Globalement, ils ont tous en partie pour fonction d'estimer la valeur de certains types de biens, et j'ose officiellement dire qu'il y a toujours une belle marge d'au moins 30% même en immobilier. D'ailleurs, dans bien des cas, même le fisc autorise sur des biens hors de la résidence principale de réduire la valeur artificiellement de 20% de l'immobilier, peu importe la détention. Et pour la résidence principale, c'est 30% pour l'IFI. Donc ce que je dis là n'est pas du tout un secret, mais quand Sylvain dit que c'est un expert qui a dit ça, oui c'est techniquement et juridiquement vrai, mais j'ai vu des sociétés avec des valorisations proposées par des pros, y compris des experts comptables qui varient largement jusqu'à 3 fois. Et pour des objets, j'ai déjà vu des x5, donc il y a clairement raison, mais Sylvain aurait dû citer la TVA, aussi citer que s'il prévoit de l'exploiter, sa valeur augmentera considérablement,
et il aurait dû la faire expertiser plusieurs fois. Et même si les valeurs auraient été proches, sachant qu'il aurait pu très légèrement influencer, ça aurait énormément étoffé et bien plus bloqué Pierre pour des actions juridiques. Donc globalement, Pierre en était à moins 8000. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Mais Sylvain n'a pas été parfait non plus. Et concernant les 900 000 € chacun, car on va me reprocher de ne pas en avoir parlé sinon, ils ont fait une chaîne avec des partenariats qui ont explosé. Ils ont simplement laissé des bénéfices en réserve plutôt que se les verser. Ce n'est pas stupide, même si moi je suis plus du genre à faire des SCI, car avec les années on devient éligible à des dispositifs incroyables, mais la stratégie s'entend. Pour conclure, ils sont tous les deux énormément fautifs pour une erreur que font énormément de mes clients et des couples que je reçois avant des mariages, ou même pour des clauses bénéficiaires. Les statuts et les contrats de mariage et les clauses bénéficiaires ne sont quasiment jamais bien remplis par les banques et les professionnels. La très grande majorité des CIF en France et surtout les jeunes n'ont pas fait de master de droit et ne savent pas les remplir ou mettre toutes les clauses. Une bonne clause bénéficiaire ou statut fait des pages entières juste pour ces clauses spécifiques et des scénarios, et je ne parle même pas des pactes d'associés qui sont encore mieux et qui ont l'énorme avantage d'être confidentiels. Tout ça aurait pu être évité. Globalement, je suis forcée de faire énormément d'interprofessionnalité. Je travaille tous les jours avec des notaires, des avocats et experts comptables et je les adore. Mais confiez vos statuts, que ce soit le contrat de mariage ou autre, à de vrais professionnels du droit et non à de simples gestionnaires de patrimoine qui ne sont que CIF et agréés AMF. Faites-le soit avec de vrais conseils ou avec un professionnel CGP qui a la CJA. Car passer par l'expert comptable fera gagner 500 € sur le moment de la création, allez disons même 1500 €, mais je vous jure que j'ai déjà vu des dizaines de fois des clauses ayant fait gagner des centaines, voire millions d'euros à certaines personnes, et que certaines clauses permettent d'empêcher que les mésententes et les disputes déclenchent des procédures interminables qui ruinent tout le monde. Et je ne parle pas financièrement, mais moralement, il n'y a rien de plus épuisant que des longues procédures avec de forts enjeux. Sachez qu'en clause, on peut écrire des dizaines de scénarios juridiques et les trancher en cas de tel ou tel litige. On fait ça avec un indépendant de manière juste, etc. Et oui, au final, il est possible qu'il y en ait un qui soit toujours pas content, mais la justice verra que les statuts étaient bien faits et il sera très souvent débouté et on évite procédures et des coûts juridiques immenses. Et je parle pas des années de stress. J'ai abordé énormément de thèmes, que ce soit le cumul de holding avec interposition des sociétés ou des statuts. Si vous voulez peut-être des vidéos sur des clauses assez incroyables que les gens ignorent, alors qu'une clause ou deux ferait gagner des centaines de milliers d'euros en cas de cession ou transmission ou même de conflit. J'ai déjà des dizaines de thèmes de vidéos en tête, mais je veux aller sur des choses plus complexes. Je l'ai déjà dit ici, mais je veux plus qu'on soit une chaîne d'investissement. Je veux que les gens qui voient cette chaîne deviennent plus compétents que la majorité des CIF de YouTube ou qui se lancent, et franchement ce n'est pas compliqué. Donc n'hésitez pas à me proposer des thèmes. Je sais pas quand cette vidéo va sortir, malheureusement je l'ai écrite et filmée dans la nuit du samedi au dimanche, donc je ne peux pas la publier au créneau habituel, puis il y a le temps de la monter, etc. Si j'ai le temps de la monter avant mercredi, j'en ferai une autre qui sortira dimanche pour vous parler des 5 sociétés et récupérer quelques avis, car vos avis m'intéressent énormément, et les sondages bof, car je préfère vous laisser vous exprimer totalement, échanger et débattre, alors que si je résume les débats que je propose en que 5 réponses, c'est un peu comme les référendums que les gouvernements font aux citoyens. C'est tellement cloisonné que sur pile tu perds et sur face tu gagnes, donc voilà, n'hésitez pas, je répondrai à tous. Et si cette vidéo a apporté une vraie valeur ajoutée sur ce drama qui m'a bien plus affecté que celui entre Cyprien et Squeezie, je t'invite à me le dire, car je voulais vraiment montrer que la gestion de patrimoine c'est partout et que ça peut aider dans quasiment tous les cas. A très bientôt, peuple de YouTube. Et je ferai un épisode 2 quand il y aura les procédures juridiques et judiciaires en fonction de comment ça évolue. A très bientôt, et n'oublie jamais que la meilleure manière d'investir c'est ne jamais cesser d'apprendre.